En Ukraine, il y a plusieurs problèmes à la suite des attaques de cette opération que l'OTAN a proposée à l'Ukraine et que Volodymyr Zelensky a annoncé récemment. C'est 40 jours d'attaques contre le territoire de la Fédération de Russie, des attaques qui, eh bien, comme vous l'avez vu, ont eu leurs conséquences. Encore. En Crimée, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'électricité et elle est coupée constamment. Chez nous aussi, on nous la coupe. C'est-à-dire que la situation n'est pas du tout revenue à la normale, loin de là. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie de s'adapter. Parce qu'au final, il faut travailler, parce que l'actualité n'attend pas. Et parce qu'au final, eh bien, on se réinvente comme on peut, même si ça finit par coûter cher. Mais ça oui, le plan était là. Et on pensait qu'au final, l'Ukraine obligerait la Russie, par la force, à accepter les conditions d'un possible cessez-le-feu. Un armistice qui, en fait, pourrait maintenant finir par peser sur l'Ukraine elle-même. La situation est absolument catastrophique pour le régime de Kiev. Elle ne fait qu'empirer. Puisqu'avec ces attaques de plus en plus massives, avec ces attaques qui ont déjà touché l'infrastructure logistique civile à l'intérieur de la Fédération de Russie, autrement dit, ils ont attaqué. Beaucoup d'entre vous l'ont vu avec nous. Pablo participait à ces directs, quand nous en avons parlé. Ils ont attaqué des entrepôts comme ceux de Wildberries, qui est l'équivalent d'Amazon en Russie. Ils ont également attaqué des infrastructures portuaires. Récemment, hier, à Yalta, ils ont attaqué un port civil. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de navires militaires, c'est que la Russie n'a plus, il ne lui reste plus autant de navires militaires. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Donc ce que l'Ukraine attaque dans les ports, on ne sait pas très bien quel est le but. Surtout dans les ports d'ici, où il n'y a pas beaucoup de marge. Est-ce qu'il y a une communication? Non, rien. Je veux dire, à part les navires civils, mais bien sûr, je parle d'attaquer des navires. Parce que tu dis, maintenant la Russie attaque aussi des navires civils. Évidemment, parce que l'Ukraine a commencé à faire la même chose. Parce que l'Ukraine a commencé à attaquer des camions-citernes qui transportaient de l'essence. Elle a commencé à attaquer. Ici, par exemple, des installations électriques. C'est-à-dire tous ces réseaux électriques, les centrales électriques. C'est-à-dire, elle a commencé à essayer de plonger dans l'obscurité la population de la péninsule de Crimée. Et avec cela, elle a donné carte blanche à la Fédération de Russie, qui jusqu'à présent s'était montrée extrêmement patiente. Et qui jusqu'à présent, eh bien, je pense que nous avons tous dit, sauf lors de mon direct d'hier, où j'ai dit qu'elle aille se faire voir. Je pense qu'il faut arrêter la Pologne d'une manière ou d'une autre. Eh bien, pareil, non? Avec quelques drones contre un objectif stratégique à l'intérieur du pays, ils seront beaucoup plus tranquilles, parce que dernièrement, ils ont vraiment pris la grosse tête. Mais à part ça, tout le monde en Russie a été très calme, en disant qu'on n'allait pas attaquer des cibles civiles, que nous ne sommes pas pareils. Mais au final, l'Ukraine finit tellement par nous agacer qu'il arrive un moment où il faut répondre. Et effectivement, depuis la Russie. Nous avons répondu que nous étions différents, mais pas les plus idiots du lot. Et là, évidemment, en plus des déclarations ukrainiennes disant que la Russie est le pire État, un État terroriste, je ne sais quoi, je ne sais combien, il y a eu une chose qui fait particulièrement mal au régime de Kiev, c'est l'effondrement total en ce moment de l'infrastructure logistique de l'Ukraine. Bien sûr, putain. C'est qu'attaquer l'infrastructure logistique de la Fédération de Russie, qui au final est en train de se reconstituer et de s'adapter, parce qu'elle est indépendante et parce que la production au sein de la Fédération de Russie dépend majoritairement de la Fédération de Russie elle-même, et sinon, il y a la Chine qui est juste à côté. Mais en Ukraine, ce n'est pas le cas. En fait, c'est presque le contraire. Ils ne produisent pratiquement plus rien maintenant, ce qu'ils peuvent produire, surtout en termes militaires. Ils finissent par tout détruire et l'Ukraine, ce qu'elle fait, c'est importer la grande majorité des choses. Maintenant, en raison des attaques absolument méthodiques de la Fédération de Russie et qui deviennent de plus en plus vraiment symétriques, du genre, bon, si tu veux la guerre, on va pouvoir l'avoir. Il y a un effondrement du transport à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. 6500 camions sont maintenant complètement bloqués à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Je n'ai pas pu trouver l'image, il y en avait une qu'on m'a envoyée, mais il se peut qu'on me l'ait envoyée dans le dossier de ces images que je ne peux pas montrer. Alors bon, désolée, j'étais là et tout à coup, eh bien, j'ai dû un peu redescendre sur terre. Évidemment, l'Ukraine, je ne veux pas montrer ces images, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Je rappelle que de plus en plus de partenaires de l'Alliance de l'Atlantique Nord, y compris l'Ukraine elle-même,
on dit que, eh bien, il pourrait envisager un cessez-le-feu ou un cessez-le-feu concernant l'arrêt des attaques aériennes, c'est-à-dire comme un cessez-le-feu partiel. Avec la Fédération de Russie, la Turquie propose en fait la même chose. Et cela est dû à ces 6 650 véhicules qui peuvent maintenant être en réalité beaucoup plus nombreux. Selon le média ukrainien Strana, ces camions tentent de transporter des marchandises hors du pays, des produits qui ne peuvent plus être exportés. Par voie maritime. Au point de contrôle de Yagadjindrachutsk, les temps d'attente peuvent atteindre presque une semaine, souligne l'article. C'est-à-dire qu'il y a des délais d'attente complètement délirants pour que ces camions puissent quitter l'Ukraine. Et cela, évidemment, va finir par se traduire non seulement par des temps d'attente, mais aussi par la situation générale au sein de l'armée ukrainienne. Autrement dit, les temps d'attente obligeront nécessairement l'armée ukrainienne à attendre plus longtemps, à avoir moins de possibilités et moins de ressources. Et cela va se traduire par une usure de plus en plus grande, cela va se traduire par une situation de plus en plus désagréable, désolante. Et selon ce que souhaite l'Occident collectif, eh bien l'Ukraine, soit elle va commencer à se préparer de cette manière pour l'hiver prochain, qui sera extrêmement difficile, soit, et en fait certains médias en parlent précisément dans ce sens, voyons si je retrouve la source, car j'ai vu l'article aujourd'hui même. Ils disent que l'Ukraine devra probablement accepter les conditions de la Fédération de Russie et céder une partie du Donbass, c'est-à-dire donner le territoire du Donbass à la Fédération de Russie. Et bientôt, je pense que cela ne sera même plus nécessaire car la Russie entre déjà dans une zone très dangereuse. À Zaporijjia, arrivant presque aux abords d'Areja et des localités voisines. Ce que je dirais, c'est que c'est la localité la plus importante après la capitale, c'est-à-dire qu'elle est juste avant la capitale. Mais bon, vu son importance dans la région, cela ouvre évidemment de nombreux fronts. Cela ouvre aussi les fronts de Dnipro et de Dnipropetrovsk. Cela ouvre aussi la possibilité de mettre encore plus de pression sur le front du Donbass, car il n'y a pas assez de monde pour se consacrer aux deux axes en même temps. Bloomberg, c'est Bloomberg qui l'a dit, la pénurie de missiles anti-aériens pourrait obliger l'Ukraine à se retirer du Donbass. La pénurie de missiles anti-aériens est due au fait que l'Occident collectif ne les produit pas assez rapidement. Eh bien, tout d'abord, mais la pénurie de missiles est aussi due au fait que les rares qui existent doivent être déplacés. Dans le plus grand secret, parce qu'officiellement, il faut prendre soin des autres. Eh bien maintenant, ils ne peuvent pas être envoyés en Ukraine, parce que la Russie contrôle les routes logistiques et parce que l'effondrement logistique en fait est en train de devenir très important à l'intérieur du pays. L'Occident et l'Ukraine pourraient-ils être obligés d'accepter l'exigence de Poutine de retirer les troupes ukrainiennes du Donbass pour mettre fin à la guerre, s'ils ne parviennent pas à fournir des missiles et intercepteurs au système de défense antiaérienne des forces armées ukrainiennes, rapporte Bloomberg. Le média souligne que la pression exercée par l'Ukraine sur la Russie avec des attaques à longue portée a eu un effet significatif. C'est-à-dire, je ne suis pas la seule à le dire, mais cela ne peut pas durer, c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, à long terme, en raison du ralentissement des livraisons de missiles pour la défense aérienne. Je ne suis pas la seule à le dire, même les médias occidentaux le reconnaissent. Selon le journal, à ce stade, toute tentative de négociation semble extrêmement improbable, car Vladimir Poutine voit arriver des changements importants en faveur de la Russie. En raison de la grave pénurie de missiles et d'intercepteurs, Bloomberg estime qu'il reste 3 options à l'Occident. Trouver d'urgence des missiles pour la défense antiaérienne ukrainienne, accepter les exigences de la Russie concernant le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, ou continuer la guerre, au moins jusqu'en 2027, en étant conscient que l'hiver sera extrêmement difficile pour l'Ukraine. Ce qui, j'ajoute de mon côté, n'intéresse absolument personne au sein de l'Occident collectif. Ils se sont rendus compte, apparemment soudainement, que l'aventure de l'escalade organisée par l'intermédiaire de Zelensky commence à se retourner contre eux-mêmes, et maintenant, ils essaient de voir ce que cela pourrait être. Quelle est l'issue et la solution possible ? Dans une situation extrêmement difficile, surtout en tenant compte du fait qu'en Ukraine,
il dispose de moins en moins de ressources et donc de plus en plus de problèmes. Avec la Fédération de Russie qui prend de l'ampleur sur le champ de bataille et qui, oui, avance lentement, car après tout, cela se fait dans le cadre d'une guerre d'usure, mais elle progresse sur le front, elle mène des attaques méthodiques et elle laisse l'Ukraine de plus en plus isolée. Et par conséquent, elle fait échouer le plan, ce plan si précieux et si soigneusement élaboré par l'Union européenne et toute l'OTAN. Le plan visant à affaiblir ou même à faire disparaître la Fédération de Russie.